Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés donc les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Je suis celui qui préside cette émission, Loukman Sanfo. Edgar Faure, c'est un homme d'État, homme politique, sénateur, ancien ministre français, dit ceci: la réforme fiscale, c'est quand vous promettez de réduire les impôts sur les choses qui étaient déjà taxées depuis longtemps et que vous en créez de nouveau sur celles qui ne l'étaient pas encore. Bonne méditation en cette journée du 5 octobre 2020 et bienvenue à cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Disons bonjour au juge au siège, Ben Abougman. Bonjour. Geoffroy Bois, bonjour. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci également et bonjour spécial à l'équipe de réalisation de cette émission, qui est celle qui de Maître nous réalise à travers les machines de Tri TV, également à travers Watt FM. Merci également à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes. On n'oublie pas, la rediffusion à la télé c'est 21h30 temps universel et sur votre fréquence 100.8 Watt FM c'est 22h temps universel. Alors ce matin, encore une fois, on parle de l'actualité qui est bien notre matière de débat. On va parler de la dynamique électorale en cours et fiscalité. Et on va bien faire un lien avec l'actualité à travers le monde. Vous savez déjà, lors du premier débat présidentiel américain, Donald Trump a répondu donc aux accusations du journal New York Times sur le montant dérisoire de ses impôts en 2016, qui est l'année donc de son élection. Et selon une enquête publiée par le New York Times, ce dernier n'aurait payé que $750 de taxes ces 10 dernières années, une hypothèse vivement contredite par l'intéressé, le principal d'ailleurs. Et cela pose aussi le débat du civisme fiscal, qui est aussi une préoccupation portée au Burkina Faso par le groupe d'action pour la promotion du civisme fiscal, en abrégé GAPSIF. Ce dernier a récemment déploré aussi le fait que parmi les pièces constitutives donc des dépôts de candidature, que ce soit à la présidentielle ou à la législative, ne figure pas le quitus fiscal. De quoi s'agit-il exactement? On en parle avec les intéressés, représentés ce matin par celui qui donc sera d'un moment à l'autre dans ce studio, à la personne de Amos Zongnaba. Il est inspecteur des impôts, membre expert du GAPSIF, et il fera son entrée tout à l'heure et nous allons y parler. En parler, on va dire. Alors, bonjour messieurs les juges au siège. Juste après la virgule, nous allons vous écouter pour vos avant-propos. Merci encore une fois de nous rejoindre pour cette émission, les tribunaux de l'actualité. Pour la première partie de l'émission, les avant-propos avec les propos libres donc des juges au siège. Nous commençons par Ben Abougman. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le décès de Minata Gelware, donc militante du CDP, qui a été également citée dans le coup d'État de septembre 2015. Gelware qui était à l'époque membre du bureau exécutif national, adjointe de Alpha Yago, dans le bureau exécutif national du CDP en son temps. Donc beaucoup de commentaires avaient été faits, mais son visage a vraiment été connu en la faveur du coup d'État où elle avait été accusée d'un certain nombre de choses. Donc condamné était en train de purger sa peine. Dans le cadre de ce push-là, bon, l'irréparable est arrivé, alors que bon, il y avait des appels de pied par rapport à des soins effectivement à faire compte tenu de la dégradation de son état de santé. Donc cela pose également la question et en même temps met à nu la situation de la prise en charge sanitaire de nos détenus, donc de ceux qui sont en détention préventive ou de ceux également qui sont en train de purger une peine, parce qu'en ce moment les traitements sont différents. Et ça tombe au moment où également Jean-Claude Bouda, ancien ministre, issu des partis au pouvoir, bénéficie d'une permission santé de 1 mois pour se soigner. Il y en a qui disent s'il bénéficie, pourquoi elle n'en a pas bénéficié. D'abord, ce n'est pas dans les mêmes registres, parce qu'ici, il s'agit du juge d'application des peines qui doit pouvoir regarder les choses. On peut même aller jusqu'à un réaménagement des peines pour qu'elle puisse se soigner convenablement. Et maintenant, juxtaposer les deux aussi n'est pas juste parce que dans les rangs aussi de l'opposition, vous avez des gens qui sont en liberté provisoire, mais qui battent campagne pour être élus à l'Assemblée nationale. Donc, c'est en même temps deux cas différents. Maintenant, pour quelqu'un qui purge une peine et pour que la personne puisse purger convenablement sa peine, il faut également qu'elle soit en bonne santé.
Donc, ce n'est pas parce que aussi certains ont pris la peau d'escampette qu'il faut généraliser le problème et dire que ça va être ci, ça va être cela. Non, je ne pense pas. Je dis bien, pour que quelqu'un puisse purger dûment sa peine, il faut que la personne soit vivante. Dès qu'elle a été reconnue coupable, jugée et emprisonnée, sa sécurité sur les questions sanitaires relève également de la responsabilité de tous ceux qui interviennent dans la chaîne sécuritaire et dans la chaîne d'emprisonnement. Donc, ce qu'on demande, c'est que vivement que la lumière soit faite sur son décès, mais en même temps œuvrer à ce qu'on ne soit plus dans de telles conditions. Nul n'est immortel, nul n'est éternel. Maintenant, si on peut sauver une vie, il faut le faire. Parce qu'il y en a qui partent par la faute des hommes. Ce n'est pas forcément que c'est vraiment le départ qui est sonné, quoi. Mais bon, comme nous sommes dans un pays où on confie tout à Dieu, mais Dieu ne descendra pas aussi pour faire les choses à notre place. C'est pourquoi nous avons des agents de santé, on a des responsables qui s'occupent de l'univers carcéral. Donc chacun doit également jouer sa partition. Et je dis bien pour que plus jamais cela ne soit vécu. Il y en a qui sont effectivement dans la demande d'autorisation pour les soins. Elle n'est pas seule. Elle n'était pas seule, comme pour parler ainsi. Il y en a aussi qui sont toujours en train d'attendre. Je pense à Damis, je pense à d'autres personnes également. Et d'autres personnes aussi qui ne sont pas concernées par le dossier du coup d'État, mais qui sont aussi en attente de permission pour aller se soigner. Il y en a qui ne connaissent pas la loi, ça peut arriver, parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a cette permission. Vous avez discuté avec certains, vous vous rendez compte qu'il y en a qui ne savent pas que la loi leur permet un certain nombre de choses. Ça peut arriver, mais je pense qu'il faut faire en sorte qu'on n'ait plus jamais cela. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire comme avant-propos. D'accord, merci bien d'avoir pris le soin de nous porter cet avant-propos. On ne peut plus, en tout cas touchant, on va dire, pour la situation triste de Aminata Guelware et de l'ensemble donc des détenus au niveau du Burkina Faso. Geoffroy Var, qu'avez-vous à nous partager ce matin? Oui, merci Président. Moi j'aurais un avant-propos, mais avant, il y a la belle brèche que nous permet Bernard Bougouma, parce qu'on en avait parlé déjà ici, lorsqu'on abordait la question de l'ancien ministre qui a bénéficié d'une permission de santé. Je dis encore, et il y a un bon travail qui a été fait la semaine passée par des puristes du domaine de la loi, des puristes de la justice, du domaine des droits plutôt, et qui faisaient la réflexion sur les questions des libertés provisoires et tout. Et il disait, plus on est à quoi 52% de pensionnaires, Mako, ou vous partez à propos du lasso ou autre, c'est-à-dire les maisons d'arrêt de correction, plus de 50%, c'est des personnes qui attendent d'être jugées. Ça veut dire que c'est pas des personnes, c'est pas des personnes qui sont clairement définies comme étant coupables. Donc qui attendent leur jugement. Donc ils sont en détention en attendant leur jugement. Donc ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a des prisons qui ont une on appelle ça surpopulation, on parle de surpopulation carcérale, voilà, mais du fait que d'abord on attend et avant tout d'être jugé. Donc en attendant, il y a plus de la moitié qui y sont. Qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'on entend souvent et très souvent, lorsqu'il y a liberté provisoire accordée à X ou à Y, ou bien allègement de ceci ou cela, on nous dit que la détention, elle est l'exception, et que la règle, plutôt que la détention est l'exception, et la règle, c'est délibéré provisoirement. Mais la majeure partie des messieurs qui ont des problèmes avec la justice, ils sont en prison. Et je pense que ce que Bernard dit, c'est très important et ça mérite encore une fois qu'on se penche là-dessus. Et étant entendu aussi qu'il y a beaucoup qui y sont et qui ont des réels problèmes. On ne demande pas de libérer tout le monde, mais au moins qu'il y ait un genre de justice, je vais dire comme ça, et de la part du justiciable et du citoyen lambda en termes de lecture pour les décisions qui sont prises. Mais je me permets de m'arrêter ici. J'ai dit que j'avais un avant-propos, cela va concerner les États-Unis avec Donald Trump qui, on le sait, a été testé positif au Covid, mais monsieur a trouvé le moyen de sortir et saluer. En voiture, c'est quelques partisans qu'il a et tout. Ce monsieur, il est très intriguant, mais à la fois, je pense aussi que
avec la façon répétée qu'il a des incapables et tout, ça nous permet aussi à un moment donné de se dire, est-ce qu'il n'y a pas du 2 poids 2 mesures dans les lectures? Parce que lorsqu'on parle de Trump, parce que c'est le président quand même on va dire comme ça, du pays le plus puissant au monde, on a l'impression que dans la communication, dans ce qui est fait, il faut accepter de lui certaines incapables parce que voilà, c'est juste un président qui est un peu on va dire qui est un peu difficile à cerner sur les bords, mais qui se permet un certain nombre de choses. Vous l'aurez compris, dans la plupart de nos pays et sous nos cieux, quels sont même les ministres sur lesquels on n'a pas tapé sur les doigts du fait d'avoir enfreint un certain nombre de règles, ne serait-ce que pour des petites rencontres privées occasionnellement organisées chez elles. Et ça, les médias, même internationaux, s'en font le relais à cœur joie pour dire, bon, les mesures ne sont pas respectées et même les personnalités qui devraient incarner toutes ces restrictions-là ne le font pas et tout et tout. Regardez comment est-ce que, à un moment donné, vous prenez le cas de Madagascar, cela a été traité. Le monsieur, à peine il a dit que l'IMRA, chez lui qui est un institut qui est quand même assez avancé, est en train de travailler sur des solutions pour le Covid, on l'a transformé rapidement en un féticheur qui proposait des solutions à la Yaya Jammeh. Mais on a un président américain qui, lui, ne porte pas les cache-nez, s'amuse à minimiser la maladie et qui, pour ceux qui sont prudents, se paie la tête. Aujourd'hui qu'il est déclaré positif, il trouve même le moyen d'échapper à sa garde et sortir, saluer ses militants. Cela se ferait dans un cas africain, cela se ferait dans un contexte qui est le nôtre, que le traitement ne serait pas pareil. Mais je veux rappeler, et c'est pour ça que je le prends en avant-propos, que le plus important, c'est ce que je pense, c'est ce que nous pensons pour nous-mêmes, et puis ce que nous nous disons que nous sommes. Parce que le regard de l'autre ne dépend pas de nous et ça ne va jamais changer. Et je reviens encore au cas malgache, parce qu'on parle de Covid, ils ont eu du courage, et quand je regarde, ils ont été mis dans la boue, mais on attend encore de voir ce qui adviendra en termes de lecture après. Mais en termes d'inconséquence, je ne pense pas que ce soit l'Africain qui ait la palme. D'accord. Merci à vous pour ce regard sur l'actualité à travers vos avant-propos, les deux d'ailleurs. Merci à tous les deux. Alors, on va parler maintenant de sujets enrôlés et annoncés, sinon la seule affaire enrôlée. Et vous savez, depuis un bout de temps, nous parlons élections à travers le monde et bien sûr au niveau du Burkina Faso. Et vous savez également que les élections, c'est souvent l'occasion aussi de parler d'impôts dans les différentes nations. Et récemment, une longue enquête du New York Times, parue dimanche 27 septembre dernier, révèle que Donald Trump, le président américain, n'a payé que $750 d'impôts fédéraux en 2016. C'est l'année de son élection à la présidence des États-Unis, ainsi que l'année suivante d'ailleurs. Et à propos donc de cette déclaration d'impôts, on apprend qu'il est le seul président américain depuis les années 1970 à les avoir gardés confidentiels, et jusqu'à ce que le New York Times, dans une longue, en tout cas, enquête publiée dimanche dernier, révèle, dimanche 27 septembre, il faut le dire, nous révèle en tout cas le voile sur les 2 décennies de déclaration fiscale du chef d'État, on va dire. On y découvre donc des chiffres de dépenses exorbitantes ou encore des pertes colossales de ces sociétés et des montants d'impôts réduits à minima. Et on apprend aussi que l'investigation du quotidien New York américain démontre que comment, de façon concrète, Donald Trump a usé d'astuces fiscales pour éviter de payer les taxes. Alors, on veut comprendre comment cela est possible et justement le débat que cela suscite en cette année électorale, puisque ça pose aussi le débat du civisme fiscal, qui est aussi une préoccupation portée au niveau du Burkina Faso par le groupe d'action pour la promotion du civisme fiscal, en abrégé GAFCIF. Alors, ce dernier a donc précisément déploré le fait que parmi les pièces constitutives de candidature, que ce soit à la présidentielle ou les législatives, ne figurent pas du tout les quitus fiscales. De quoi s'agit-il exactement? On en parle avec donc les intéressés, représentés ce matin par Amos Zongnaba. Il est fiscaliste, inspecteur donc des impôts, membre expert du GAFCIF. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour cher Président, bonjour Juge Siège, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes enfin là, c'est un plaisir de vous recevoir, ce n'est pas la première fois au tribunal de l'actualité. Alors, on va aller rapidement puisqu'on a déjà pris du temps pour vous attendre. Le GAFCIF, qu'est-ce que c'est ? Le GAFCIF, c'est le groupe d'action pour la promotion du civisme fiscal. C'est une organisation de la société civile constituée sous forme d'association et qui défend le civisme fiscal au niveau du Burkina et bien sûr au-delà des frontières. Nous en faisons un cheval de bataille, en tout cas pour ce qui nous concerne, parce qu'aucun pays ne s'est construit en dehors de ce civisme-là, le civisme fiscal bien sûr. Comment est née justement l'idée? Est-ce qu'on parle d'un constat que le cas burkinabé est assez inquiétant ou bien vous inspirez de situations qui existent déjà dans pratiquement tous les pays, je ne sais pas. Quels sont les mobiles donc de la naissance du GAFCIF? Vous l'avez situé, c'est vrai qu'on a remarqué que dans le paysage, en tout cas des associations au Burkina Faso, il n'y a pas une association qui défend le civisme fiscal et c'est pourquoi le GAFCIF s'est donné comme objectif principal de défendre ce civisme-là à l'échelle nationale et bien sûr au-delà de notre pays. Et nous avons également remarqué que l'impôt était plus ou moins très mystifié et c'est pourquoi nous avons créé cette association qui va contribuer à démystifier l'impôt et la fiscalité de façon générale, de telle sorte que le citoyen lambda puisse comprendre ce que c'est que l'impôt, quelle est l'utilité de l'impôt, à quoi sert l'impôt et qu'est-ce que l'impôt peut servir pour un pays comme le Burkina Faso. On a pris pour exemple le cas donc du président Donald Trump, le président américain, qui pose un problème d'opacité dans la déclaration fiscale ou même de civisme fiscal de façon générale. Alors, quel est le commentaire que vous en faites en tant que fiscaliste? Est-ce que ça révèle ici que les questions de civisme fiscal ne sont pas seulement une préoccupation portée par les pays comme le nôtre? Oui, vous l'avez si bien dit, c'est pas seulement qu'au Burkina Faso que le civisme fiscal se pose, aussi bien aux États-Unis, dans les pays européens que dans d'autres pays et surtout dans les pays africains. Le civisme fiscal se pose. Vous savez que quand on est entrepreneur ou bien quand on est contribuable, on veut user de toutes les astuces fiscales, comme vous l'avez dit, pour payer le moins d'impôts, l'impôt étant une charge, parce que cela vient bien sûr gréver les charges de l'entreprise et cela fait que les gens font tout pour payer, en tout cas pour minimiser les charges fiscales de telle sorte à maximiser leurs profits. C'est ce qui fait que certainement c'est ainsi. C'est pas seulement, le débat ne se fait pas seulement qu'aux États-Unis. Il y a en France, vous avez vu comment les exilés fiscaux, vous avez vu comment les gens font pour pouvoir sortir du territoire français pour échapper à l'impôt. Voilà, donc vous avez entendu parler également des paradis fiscaux. Tout ça, c'est justement, les gens font tout ça parce qu'ils veulent minimiser au maximum les charges fiscales. Comment expliquer cela en ce 21e siècle, que tout le monde doit comprendre véritablement que les pays se construisent naturellement par les contributions aux impôts, mais il y a toujours quand même des manœuvres qui tendent à se soustraire de cette obligation-là? Bon, je dirais que ça se comprend plus ou moins aisément. Si j'ai dit au président du tribunal de me donner tout de suite 100 millions, c'est pas évident. C'est pas toujours évident de pouvoir sortir quelque chose de sa poche parce que c'est un peu douloureux. On aime dire que l'impôt est douloureux et ça fait que tout le monde n'est pas enclin à pouvoir le dépenser, à pouvoir dépenser la charge fiscale aussi facilement. Mais je peux dire qu'ailleurs c'est encore mieux que par exemple sous nos contrées. Je veux dire dans les pays africains. Ailleurs, ils ont arrivé à un certain niveau de développement. Ils ont également un certain nombre d'infrastructures qui sont déjà là. Nous sommes encore, le pays est encore plus ou moins vierge et ça demande encore beaucoup plus d'investissement. Donc cela fait que nous ne pouvons pas compter seulement que sur l'extérieur pour financer notre développement. Ces pays-là, nous comptons sur ces gens-là. Et ces gens, bien sûr, prélèvent leurs impôts et taxes pour nous venir en aide. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de nos impôts et taxes? D'accord, c'est bien le débat que nous allons poser ce matin, mais je permets à Benabouma de poser ces questions d'entrée. Effectivement, quand on parle d'impôts, quand on parle de taxes, ça rebute. Il y en a qui ne veulent même pas le payer. Il faut effectivement de la contrainte. Au niveau du Burkina Faso, la situation, elle est comment par rapport à la compréhension de ce qu'on pourrait appeler taxes ou impôts? Nous pouvons dire que jusqu'à présent, il n'y a pas une étude assez
assez abouti, j'allais dire, qui montre ce que c'est que le civisme fiscal au Burkina Faso. Et pour ce faire, nous ne pouvons pas avancer des chiffres. Mais ce qu'on peut dire, c'est que jusque-là, les recettes fiscales contribuent en tout cas d'une manière assez importante, de façon générale, aux recettes propres, et aux recettes plutôt de l'État. Et cela fait que nous pouvons dire que bon, c'est vrai que les recettes fiscales, il y a aussi bien les déclarations spontanées, c'est que les contribuables viennent d'eux-mêmes faire les déclarations, mais également les recettes issues des contrôles qui sont par exemple les redressements fiscaux, et tout cela montre qu'il y a un effort qui est fait en tout cas par les contribuables, même si cela est fait bien sûr, comme vous l'avez dit, souvent sous la contrainte. D'accord. Alors il y a deux termes, taxes, impôts, fiscalité, c'est la même chose. Bon, parce qu'il y en a qui, c'est des termes techniques que certains n'arrivent pas effectivement à comprendre. Excusez-moi, à faire la différence. Je voudrais savoir s'il y a des différences. Oui, il y a des nuances, j'allais dire. Okay. Sinon, ça renvoie pratiquement à la même chose. Quand on parle d'impôt, c'est un prélèvement obligatoire qui est requis des personnes physiques et morales comme vous et moi, par exemple. Voilà, dans le but de couvrir des charges publiques. Bien sûr, le prélèvement est en espèces, c'est-à-dire c'est un prélèvement pécuniaire et ça n'a pas de contrepartie précise. Cela veut dire que quand vous payez vos impôts, vous ne pouvez pas vous attendre forcément à ce qu'on vienne par exemple bitumer devant votre porte. Ce n'est pas une contrepartie précise. Alors ça va dans une seule caisse et après l'État décide, ensemble décide avec les parties, enfin je veux dire décide de comment il va affecter ces ressources-là. Ça c'est de façon générale ce qu'on peut dire de l'impôt. La définition classique est définie par bien sûr Lucien Mel et puis Beltrame qui donne la définition classique. Je vous épargne de cette définition classique parce que c'est trop technique. Je vous donne terre à terre ce que c'est que l'impôt. Maintenant pour la taxe, la différence principale avec l'impôt, c'est que généralement la taxe a une contrepartie précise plus ou moins. Quand je dis par exemple taxe de balayage, quand on vient balayer devant ma porte, je donne une contrepartie. Enfin, quand je donne mon argent, je donne ma contribution, on vient balayer ma porte. Ça, je vais dire par exemple, c'est une taxe de balayage. Alors que l'impôt, ça va dans une seule caisse et qui va ensuite être réparti. Il n'y a pas de contrepartie assez précise pour ce qui concerne l'impôt. Voilà, maintenant la fiscalité, c'est bien sûr l'étude, si vous voulez, de façon générale des impôts et des taxes. D'accord. Dans un pays. Et les questions des patentes et autres, parce que ça se fait aussi dans les marchés. Oui, maintenant de façon générale, la fiscalité au Burkina Faso, c'est un système fiscal qui est, j'allais dire, en fonction de chaque type de revenu, ce que nous appelons en termes techniques un système cédulaire. C'est-à-dire en fonction de chaque cédule d'impôt, nous avons un impôt qui correspond. Par exemple, quand nous prenons par exemple ceux qui perçoivent des loyers, ils bénéficient des revenus fonciers. Ces gens-là vont payer ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus fonciers. Cela veut dire que ça correspond à un type de revenu. Par exemple, vous les salariés, si vous percevez votre salaire, avant qu'on vous donne votre salaire, on va prélever ce qu'on appelle UTS, impôt unique sur les traitements et salaires. Donc en fonction de chaque type de revenu correspond un impôt. Donc c'est en cela également que vous allez voir également les autres impôts, comme par exemple la patente que vous parlez. Donc de façon générale, nous distinguons la classification des impôts. Nous pouvons avoir les impôts d'État, c'est-à-dire les impôts dont les recettes vont dans le budget de l'État, et nous avons les impôts des budgets, ce qu'on appelle les impôts des budgets locaux, c'est-à-dire dont les recettes vont dans les communes ou, si vous voulez, dans les collectivités territoriales. Donc, dans ces impôts locaux-là, nous avons plusieurs types d'impôts. Par exemple, il y a la contribution des micro-entreprises. Ça, c'est ce que de façon générale, ce que nous entendons parler, que on est venu me réclamer, voilà, c'est pour dire, voilà, ça, c'est la contribution des micro-entreprises. Et très souvent, les gens confondent aussi bien les impôts que le trésor. C'est vrai que nous sommes ensemble. Il y a ce qu'on appelle l'occupation du domaine public. Ça, c'est à part. Ça, ce n'est pas votre impôt d'abord. L'impôt, c'est adossé à une activité. Alors que l'occupation du domaine public, c'est lorsque vous vous occupez un espace qui ne vous revient pas. Par exemple, devant Tree TV ou WattFM, si vous débordez d'un certain niveau, voilà, vous allez payer ce qu'on appelle l'occupation du domaine public. Donc, ça, c'est prélevé par le receveur municipal qui est au niveau du trésor public. Alors que les impôts, de façon
façon générale, entre griffes, les petits commerçants, ce qu'on prélève, ça s'appelle la contribution des micro-entreprises et dans le temps, on appelait cela contribution du secteur informel. Donc c'est ça souvent que les gens disent, ils sont venus prendre la patente chez moi. Voilà, ça c'est plus les petits commerçants. Mais vous savez qu'on a organisé de telle sorte que ça soit en palier. Donc ceux qui ont un chiffre d'affaires de 0 à 15 millions sont à ce que nous appelons la contribution des micro-entreprises. C'est le régime que je suis en train de vous donner. De 15 millions à 50 millions, ils sont ce que nous sommes en train d'appeler le régime simplifié d'imposition. Et à partir de 50 millions, vous êtes ce que nous appelons le régime normal d'imposition. À partir de 50 millions, si vous êtes une entreprise, vous pouvez donc facturer la TVA. Mais en dessous de 50 millions, vous n'avez pas ce droit de facturer la TVA. D'accord. Mes dernières questions techniques, c'est les documents ASF, attestation de situation fiscale et quitus fiscal. Est-ce que ce sont deux documents différents ou ce sont les mêmes documents? Il faut dire que notre Code général des impôts, c'est la loi 058 portant Code général des impôts qui a été adoptée en 2017, ne parle pas du quitus fiscal, mais parle d'une ASF, c'est-à-dire une attestation de situation fiscale. Nous pouvons voir cela dans les articles 361 et suivants. 364 1 et suivants. Donc, de façon simple, nous pouvons dire que notre Code ne parle pas de quitus fiscal, mais parle d'une attestation de situation fiscale. L'attestation de situation fiscale pourrait être interprétée comme un quitus fiscal, même si ça ne l'est pas, mais ça ne concerne que les entreprises, ça ne concerne pas les individus de façon générale. Le quitus, c'est beaucoup plus les individus. Voilà, les quitus, c'est beaucoup plus les individus. Alors que l'attestation de situation fiscale, ça c'est pour les entreprises ou si vous voulez les sociétés. Lorsqu'une société veut par exemple postuler un marché sur le financement public, on lui réclame par exemple l'attestation de situation fiscale qui montre qu'il est en situation régulière vis-à-vis de ses impôts et taxes au niveau de l'administration fiscale. D'accord. On va passer la parole à Geoffroy Vara. Moi, je n'ai pas de questions de généralité. D'accord. On est en train de faire de la pédagogie. Peut-être les auditeurs et téléspectateurs devront le comprendre déjà. Et on vous permettra donc d'aller dans la question du fond alors. D'accord. C'est bien parce qu'on vous reçoit à un moment donné où on a dans la dynamique politique à désigner celui qui sera le premier homme, on dira comme ça, du Burkina. Mais moi, votre réflexion, elle est intéressante à plus d'un titre et je pense que c'est pour cela qu'au tribunal on a décidé de vous recevoir. C'est qu'on attend de celui qui soit le premier homme qu'il monte patte blanche un peu partout et qu'il soit aussi l'exemple. Mais vous dites, il y a un problème, c'est que d'un point de vue fiscal, il n'y a pas d'exigence. Pourquoi, justement pour les politiques, alors qu'on sait que le citoyen lambda lui-même, quand vous parlez d'impôts et tout, si vous ne dites pas IUTS, des fois les gens, ça ne l'intéresse pas. C'est là seulement où il y a débat. Oui, vous avez sans doute raison. C'est pourquoi justement depuis que notre association existe, nous nous battons justement pour que le civisme fiscal soit la chose la mieux partagée, aussi bien par les entreprises que par les particuliers. Et surtout, comme vous l'avez dit, ceux qui veulent prétendre à un mandat électif. Et nous allons même au-delà. Nous voulons même que ceux qui veulent prétendre à un mandat même nominatif. Par exemple, chaque mercredi, on procède à des nominations. Toutes ces personnes, on ne sait pas quelle est leur situation fiscale. Puisque ces gens vont venir dans l'administration, ils vont participer à la gestion de la chose publique, mais eux-mêmes, quelle est leur situation fiscale? On ne sait pas jusque-là. Et c'est pourquoi nous en faisons un cheval de bataille, en tout cas au niveau du GAPSIF, notre association, pour que le civisme fiscal soit une réalité, aussi bien que pour les politiques, que pour les particuliers, les citoyens, les contribuables que nous sommes. Et comme vous l'avez dit, il est important que quand on est un politique ou quand on veut prétendre à un mandat électif et qu'on veut diriger soit le pays, soit la commune, ou bien être même conseiller au niveau du quartier, qu'on montre l'exemple. Vous avez vu très souvent lors des campagnes, tout ce qu'on fait, c'est bon. Souvent on dit, on va faire de telle sorte que vous ne payez le moins d'impôts, mais où est-ce que la personne va trouver les ressources, par exemple, pour pouvoir financer ce qu'il a mis dans son programme? Il faut que les gens puissent se poser les bonnes questions. Parce
parce qu'à un certain moment, c'est pas évident de pouvoir également mobiliser les recettes au niveau de l'extérieur. Et pour mobiliser les recettes au niveau de l'extérieur, il y a quand même un seuil. Les économistes le savent. Vous devez mobiliser des recettes au niveau interne jusqu'à un certain niveau. Et même ce que vous relevez, vous recevez plutôt de l'extérieur, vous allez les rembourser avec quoi? C'est avec encore les contributions des citoyens, c'est-à-dire les impôts et taxes. Mais les gens n'ont pas conscience de cela. Quand on dit que bon, on est élu, on va aller prendre, on va trouver les moyens ici, on va trouver, mais on ne dit pas en bas, bien sûr, que ces moyens-là, en tout cas les ressources que nous recevons de l'extérieur, vont être remboursés, en tout cas par les générations qui viennent, mais ces moyens vont être remboursés comment? C'est par les impôts et taxes que nous allons bien sûr prélever. Donc il est important que les politiciens, en tout cas de façon générale, mais également les citoyens, tous ceux qui prétendent à un mandat électif ou nominatif plutôt, soit montrent patte blanche, comme vous l'avez dit, au niveau fiscal, pour que nous puissions ensemble promouvoir le civisme fiscal. Ce que vous dites, c'est intéressant, mais je retiens là-dedans, on va dire deux choses essentielles. La première, c'est d'abord que celui qui doit prétendre à ce que les autres décident que ce soit lui qui soit le plus à même de gérer peut-être, je ne sais pas, un mandat législatif ou présidentiel ou quoi que ce soit, montre que lui-même aussi il est à jour vis-à-vis des impôts. C'est ça. Ça, c'est une réalité. Mais il y a un deuxième élément, et bon, j'y avais pas pensé, c'est que vous dites aussi que quand on va devant les électeurs, on dit on va faire ceci, on va faire cela, mais derrière, il faut pouvoir mobiliser des ressources. Maintenant, comment est-ce que ça impacte en termes d'impôts? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Souvent, on n'a pas une claire lecture. Mais souvent, nous, on a reçu ici des hommes politiques. Quand on dit, bon, écoute, vous avez cette ambition-là, mais on regarde, ça va coûter combien? Ils vont vous donner les chiffres. Mais où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Tous disent une chose, ils ne parlent pas d'impôts. C'est ça. Ils disent, le pays est assez riche, on dort sur de l'or, c'est mal géré, c'est ceci, c'est cela. C'est ce qu'on entend très souvent. Mais vous aussi, vous êtes des personnes du domaine, mais on finit de les entendre. Mais vous, quelquefois, peut-être que c'est maintenant qu'on vous entend, mais on ne vous entend pas souvent donner la contradiction. Et pourtant nous donnons la contradiction parce que nous apportons des éléments techniques en fait. Et bon, eux ils sont politiques, c'est normal, chacun défend plus ou moins sa chapelle. Mais nous sommes des techniciens et nous donnons en tout cas des éléments assez techniques. C'est vrai que, et c'est pourquoi l'association justement a été créée, parce que nous avons vu que dans notre carcan administratif, c'est difficile de pouvoir défendre certains points de vue. Et donc c'est pourquoi le GAPSIF a été créé justement pour permettre à l'ensemble des experts que comporte l'association de pouvoir donner des éclairages sur des aspects techniques pour que l'ensemble de la population burkinabé et même au-delà puisse comprendre la fiscalité et les enjeux de la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est pas seulement ce que, bon, moi je dépense quelque chose, je ne vais pas payer, c'est fini. Non, il y a des enjeux. Et les enjeux vont sur plusieurs générations. Les prêts qu'on contracte, il y a des conséquences sur la fiscalité parce que ça va jouer sur le taux de recouvrement ou en tout cas le taux de fiscalité en tout cas pour les prochaines années et c'est important que nous puissions le relever. Si nous apportons en tout cas notre pierre, peut-être que notre voix ne porte pas assez comme ceux des politiques, mais nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens de bord. Et je vais continuer la série parce que le président me permet, ma série de questions. Il y a une réalité, on va parler du civisme fiscal et tout, vous êtes du domaine, mais je pense aussi qu'il y a un souci pour ce qui est du Burkina et de plein d'autres pays, c'est que pour payer les impôts, je pense que l'État aussi doit se donner les moyens de pouvoir à un moment donné contrôler. Alors que quand on regarde ce qu'on a comme taux de couverture pour ce qui est du contrôle, si ma mémoire elle est bonne, pour 2015 on était à 5%. Ça veut dire quoi? Je sais qu'au niveau, pour ce qui est des aspirations, on veut monter jusqu'à 20% de taux de couverture de contrôle. Mais nous on était en 2015 à 5%. Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est-à-dire que celui qui ne paie pas, des fois il faut attendre 2 ans, 3 ans même pour qu'il soit contrôlé. Est-ce qu'on est même efficace? Est-ce qu'il faut compter sur la bonne foi des gens? Déjà même qu'on est dans un système déclaratif, il faut compter sur la bonne foi des gens à venir payer. S'il n'y a pas la capacité de contrôle, la mesure punitive qui va avec, est-ce que ça peut être efficace?
Vous avez raison, et vous savez que quand le système il est déclaratif, cela demande à ce que a posteriori il y ait un contrôle. Et bon, les chiffres que vous avancez, je ne sais pas si ça prend en compte, parce qu'il y a plusieurs contrôles en fait. Il y a le contrôle formel que nous faisons. Par exemple, quand quelqu'un vient pour faire ses déclarations, on regarde a priori sur la déclaration s'il y a l'ensemble des éléments généraux, par exemple. Est-ce que le nom de l'entreprise, son numéro UFI, etc., etc. Donc ce contrôle formel-là, ou bien par exemple s'il y a d'autres choses qu'on peut relever a priori déjà. Mais très souvent, peut-être les chiffres que vous avez ou le taux que vous avez avancé, peut-être qu'on n'en a pas pris en compte. Ça, c'est le contrôle formel. Mais il y a le contrôle à posteriori. Non, moi je parle de contrôle qui n'a rien à voir avec celui qui vient à la déclaration. Ça, c'est différent. Parce que là, c'est la facilité. Vous êtes assis là, vous regardez si ce que le gars dit et ce que vous pensez être vrai. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de ceux qui ont capacité et nature à être imposés. Pour ceux qui ne le font pas, c'est-à-dire en termes de contrôle après, ça devient très compliqué. Et je pense qu'en 2015, ça c'était un rapport de CIFWEB qui disait qu'en 2015, on était encore à 5%. Oui, je ne refute pas vos chiffres, hein, mais vous pouvez être assuré que c'est pas parce qu'on est assis que ça vient que c'est facile. Hein. Ça demande une certaine compétence quand même pour pouvoir justement déceler les irrégularités. Voilà. Mais je vais dire que ce que vous dites, ce que vous avancez comme taux, vous dites que ça vient du CIFWEB. Et je suis d'accord, peut-être que le contrôle est encore très faible. En tout cas, selon ce que nous aspirons, nous voulons faire mieux que ça. Mais vous savez que dans ce système-là, ces dernières années, en tout cas pour ce qui concerne la Direction générale des impôts, il y a eu des efforts qui ont été faits pour digitaliser l'ensemble, en tout cas la plupart de nos services, de telle sorte à pouvoir libérer les agents pour se consacrer à la matière fiscale et notamment au contrôle. Voilà, vous l'avez dit, c'est un droit et en même temps qu'on accorde au contribuable de pouvoir faire ses déclarations lui-même, mais également l'administration se donne également ce droit-là et également ce devoir de contrôler les déclarations qui sont faites par bien sûr les contribuables. Et je suis d'accord avec vous que ce travail de contrôle-là doit être plus accentué. Du reste, si vous avez remarqué depuis en tout cas quelques années, ce travail est en train d'être fait et je sais que les contribuables ne me diront pas le contraire. En dehors de trucs, j'ai été en tout cas inspecteur vérificateur et les contribuables en tout cas savent que ce travail-là est fait. Voilà. Mais vous savez que ça me permet de donner en tout cas de construire une idée qui avait été distillée. Les entreprises pensent que les contrôles se font tous les 3 ans. Ce n'est pas du tout. C'est pas vrai. C'est pas chaque 3 ans qu'on fait le contrôle. Le contrôle peut se faire à tout moment. On voit des entreprises parce qu'on est venu l'année passée, cette année on repart et dit non, c'était comment on appelle, qu'on est en train de je vais dire quoi, on l'agresse, ou si vous voulez, c'est comme si ce n'y a que le seul contribuable, mais dans le coût général des impôts, il n'y a pas une période, une durée déterminée pour qu'on puisse, les impôts puissent venir chez vous. Voilà, donc il peut arriver, et les impôts travaillent sur la base des risques, enfin si vous voulez des signaux. Donc s'il y a, selon l'analyse risque, en tout cas qu'on a vu, ou bien selon les signaux qu'on a pu tracer au niveau du dossier, on peut dire que bon, on peut aller vérifier tel dossier, ou bien pour s'assurer que tel dossier est bien déclaré ou pas. Sinon, je suis d'accord avec vous que ce contrôle-là doit être accentué. Tout à l'heure, vous avez parlé de la digitalisation. C'est ça. On entend effectivement parler de Sylvie et autres moyens modernes de paiement des impôts. Comment expliquez-vous que malgré tout cela, on est toujours à ce jour des personnes, surtout les plus nantis, qui arrivent à se soustraire donc de leurs obligations fiscales? Est-ce que le système a encore des défaillances? Est-ce qu'il reste toujours déclaratif, comme on appelle, compter sur la bonne foi de la personne qui déclare? Quelles sont ses limites d'ailleurs? Merci pour cette question. Il faut dire que Sylvie, c'est une plateforme, en tout cas numérique, qui est utilisée au niveau de la douane pour les importations et les exportations. Ça n'est pas utilisé par la Direction générale des impôts. Mais pour ce qui concerne la Direction générale des impôts, il y a e-Syntax, par exemple. C'est-à-dire, c'est le système intégré de taxation, en tout cas de façon numérique, qui permet aux contribuables de faire les déclarations partout où ils sont et avec
un smartphone ou bien leur ordinateur, en tout cas pour ce qui concerne la majorité des impôts, surtout les impôts dits impôts d'entreprise. Donc, pour revenir à votre question, le système reste déclaratif, puisqu'il faut que le contribuable lui-même puisse faire sa déclaration. Voilà, le système reste déclaratif. Il n'y a pas eu de changement en tant que tel, mais c'est facilité, parce que beaucoup de gens se sont plaints que les impôts, surtout les périodes les derniers délais, par exemple le 10, le 20, le 15, en tout cas les services des impôts sont pleins à craquer, et les gens n'arrivent pas à faire, les contribuables n'arrivent pas à honorer leurs obligations de déclaration et de paiement à temps. Et c'est pourquoi la Direction générale des impôts a fait de telle sorte à digitaliser justement l'ensemble en tout cas le maximum de ces services, pour que les contribuables puissent faire cela en tout cas de façon intéressante et sans pression. C'est-à-dire qu'à travers le monde, il n'y a pas d'exemple où le système est connecté directement aux entreprises qui font régulièrement des comptes, et qu'on puisse véritablement voir quelle est la part de contribution de tout un chacun. Oui, même chez nous, nous sommes sur la lancée depuis quelques années, parce que par exemple, notre plateforme est connectée avec la DGTTM, notre plateforme est connectée avec la CNSS, notre plateforme est connectée avec le Trésor, notre plateforme est connectée avec la douane. Voilà, donc pour pouvoir savoir, par exemple, un contribuable qui dit que il a déclaré mais il n'a pas encore fait le paiement, il s'est dit non, il vient aux impôts, il dit non, moi je n'ai pas encore été payé. Au niveau des impôts, c'est facile de le savoir. En un clic, on peut savoir par exemple s'il a été payé par exemple au niveau du Trésor à travers la plateforme du circuit intégré de la dépense. Nous pouvons y rentrer et puis savoir si par exemple si c'est un marché public, si ça a été payé ou pas. Et en ce moment, on le met devant le fait accompli. Comme nous avons l'habitude de dire, lorsque le contribuable sait, que l'administration sait, alors le contribuable fait tout pour minimiser en tout cas sa déclaration, pour ne pas faire une fausse déclaration, je veux dire. D'accord. Alors, au Burkina, on paie beaucoup de taxes sur le véhicule, le foncier, la taxe de résidence. Pour vous marier, même on vous demande la taxe de résidence. De la taxe de résidence. On se rappelle que le gouvernement avait forcé pour les fonctionnaires, avec même rappel, ça fâchait aussi entre-temps. Maintenant, pour revenir à la question électorale, pour quelqu'un qui veut nous gouverner, fait même pas la preuve qu'il réside dans une ville du Burkina, n'en parlons pas d'un quartier du Burkina. Cette preuve-là, la personne ne fait pas. La seconde preuve, quand les gouvernants ou les personnes qui sont nommées ou élues font la déclaration, on voit les biens, le patrimoine, il y a du foncier dedans, il y a tout et tout. Et quand ils veulent briguer ces mandats-là, on ne voit rien comme preuve. Alors d'abord, la première question, quelles sont les taxes qu'on peut, que ces messieurs-là doivent pouvoir nous dire qu'elles sont à jour, les taxes qui peuvent leur être imposées. Et ensuite, la seconde question, c'est pourquoi est-ce que pourquoi il n'y a pas ce document? Pourquoi est-ce que le GAFSIF mène le débat que maintenant, quand on sait que dans les documents constitutifs, c'est un débat qui se mène, c'est une loi qui l'établit? Oui. Je l'ai déjà dit, le GAFSIF ne mène pas ce débat tout de suite. C'est un débat en tout cas que nous avons soulevé depuis longtemps. Et suite justement au soulèvement, ça n'avait fait en tout cas l'objet d'une recommandation lors d'une conférence annuelle de la Direction générale des impôts, où on avait carrément demandé à ce qu'on puisse instituer le quitus fiscal, en tout cas au niveau des pièces pour les élections. Le débat est soulevé depuis en tout cas quelques années. La demande était formellement faite. C'était déjà fait. Voilà, en tout cas au niveau du GAFSIF et au niveau même de la Direction générale des impôts, nous avons posé en tout cas ce problème du quitus fiscal. Parce que vous savez, quand vous prenez, je vais répondre à vos questions, M. Bernard Bougma, mais je reviens pour préciser, pour répondre à la question précise du président. Si vous prenez notre Code général des impôts, on fait des obligations au niveau des entreprises, des sociétés. On leur demande de montrer patte blanche pour ce qui concerne les attestations de situation fiscale, mais pour ce qui concerne les individus, c'est-à-dire les impôts personnels, on n'en fait pas une obligation. Aujourd'hui,
tu te lèves, à part les impôts, pour les impôts locaux, comme M. Bernard Bourman l'a dit, quand tu veux te marier, quand tu veux faire ton permis, quand tu veux un service, en tout cas au niveau de la commune, on te demande de pouvoir montrer que tu as pu payer tel impôt, par exemple les impôts de la taxe de résidence, par exemple. Et là, c'est parce qu'on veut savoir exactement si tu résides dans la commune en question. Donc, on te demande un certificat de résidence. Et pour pouvoir établir le certificat de résidence, on te demande bien sûr si tu es à jour de ta taxe de résidence. Et c'est ça qui amène les gens aux impôts. Ouais. Voilà. C'est ça qui amène les gens pour ce qui concerne, en tout cas, pour ce qui concerne la majorité, en tout cas, c'est ça. Et vous voyez, même je vais au-delà. Quand moi je voulais faire, quand j'ai eu mon bac et que je devais faire ma bourse parce que je devais faire une bourse pour l'extérieur. Et quand j'ai voulu postuler à la bourse, on m'a demandé de montrer patte blanche au niveau de la fiscalité. Mais je n'étais qu'un étudiant. Oui. Voilà, j'étais qu'un élève, même pas un étudiant, j'étais encore un élève. Alors pourquoi nous interrogeons pourquoi alors au niveau des politiques et par exemple tous ceux qui prétendent au mandat électif là, on ne demande pas ce qu'ils montrent cette patte blanche. Et vous l'avez bien situé. Et aujourd'hui avec la loi en tout cas 2015 concernant les déclarations des biens, voilà, on sait à peu près quels sont les biens qui vont être déclarés. Donc nous demandons aujourd'hui par exemple qu'au moins qu'on commence par les impôts personnels. Les impôts personnels c'est quoi? Ça peut être la taxe de résidence, ça peut être la taxe sur les véhicules à moteur, c'est-à-dire on sait au moins que la plupart, en tout cas pour ceux qui veulent le diriger, ont au moins un véhicule. Voilà, on s'assure au moins. Des motos, on a vu. Oui, on a vu. Oui, j'ai dit la plupart. Hein. Voilà, j'ai bien dit la plupart. J'ai pas dit tout le monde. C'est d'ailleurs le moins nombreux que ça. Voilà, donc je veux dire au moins qu'on puisse s'assurer à ce niveau-là. Est-ce que ils ont pu par exemple payer la taxe sur les véhicules à moteur? C'est une taxe annuelle, bien sûr, et également la taxe de résidence. Est-ce que ces personnes là ont souvent peut-être une ou deux résidences? Est-ce qu'ils ont payé la taxe de résidence? Ça, c'est de deux. Troisièmement, est-ce que la taxe foncière, c'est les propriétés bâties ou non bâties? Parce que vous m'avez déjà reçu ici, j'en ai parlé de cette taxe. Voilà. Est-ce que cette taxe-là, par exemple, est payée par ces personnes-là? D'accord. Et ensuite, pour les fonctionnaires ou en tout cas ceux qui sont salariés, qu'ils puissent montrer, par exemple, leur bulletin. Voilà, leur bulletin de salaire. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est pareil. Pour tous ceux qui sont au niveau public, en tout cas qui veulent prétendre à un mandat électif, dans la constitution des dossiers, ils doivent ils doivent joindre les bulletins en tout cas des 3 dernières années qui montrent qu'ils ont payé par exemple leurs UTS. Mais Président, une observation. Oui, allez-y. On a combien? 23 candidats, alors que parmi ces candidats, il y en a qui ont au moins 2 résidences. Ça, c'est sûr que voilà, ça allait faire beaucoup d'argent. Puis les véhicules, la moteur, les résidences, la taxe des résidences. Donc, ça dit on passe à côté d'une bonne manne financière. Ça, c'est sûr, mais seulement, ce n'est même pas que les taxes, ce n'est pas que les impôts personnels. Parce que vous avez vu le débat au niveau du Bénin, vous avez vu le débat au niveau de la Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Aujourd'hui, quand on parle de quitus, c'est que si par exemple tu étais une personne qui avait une entreprise, par exemple, d'accord, oui. Avant par exemple de venir d'être appelé au gouvernement ou bien en tout cas pour être un député, tu dois montrer que tu as payé des impôts sur 3 ans par exemple passés. Voilà, c'est les impôts, aussi bien les impôts personnels que les impôts de l'entreprise. Ce que vous dites bien, mais vous faites bien aussi de citer le cas du Bénin, parce qu'on a vu que plus tard, l'institution donc de ce quitus a été revue, puisque le gouvernement a été obligé, pour les élections suivantes, de distribuer gratuitement pratiquement à tous les candidats pour qu'ils puissent déposer. Parce qu'auparavant, lors des législatives, ça avait été exigé, on a vu que ça a récalé beaucoup de personnes, les populations ont même boycotté presque les élections, et les communales qui ont suivi, ils étaient obligés de donner ce quitus-là gratuitement pour pouvoir postuler. Est-ce que ce n'est pas un rêve finalement? Ce n'est pas du tout un rêve. Il faut bien commencer à quelque part. C'est pourquoi nous préconisons que nous allions par étapes. Déjà, nous savons que pour la présidentielle, ce serait compliqué, en tout cas au niveau de Burkina, mais au moins qu'on commence au niveau des élections communales ou bien des élections législatives. Au moins pour ça.
Et au fur et à mesure, nous allons pouvoir... Vous savez qu'au Bénin, ils ont cela est dans leur code électoral depuis 2013. Qu'ils ont ça dans leur... Ils ont des difficultés pour l'appliquer? Oui, ils ont des difficultés et c'est pas parce qu'ils ont forcément des difficultés à leur niveau que nous aurons les mêmes difficultés. Nous pouvons aller à leur école, prendre les leçons et puis pouvoir mieux appliquer à notre niveau. Toujours est-il que ce quitus fiscal est nécessaire. Parce que cela montre déjà que celui qui veut nous diriger veut travailler dans la transparence. Vous avez donné l'exemple des États-Unis. Vous avez vu que tous les présidents, en tout cas sauf Donald Trump jusque-là, ont toujours montré ce qu'ils paient en termes d'impôts. Parce que c'est un exemple. Voilà, vous ne pouvez pas venir demander à des personnes, en tout cas des citoyens, de pouvoir vous voter pour que vous puissiez gérer la chose publique, alors que vous-même, vous ne contribuez pas à créer cette richesse-là. Montrez cet exemple et nous allons voir comment nous allons vous accompagner. Mais justement, ce que vous dites, Zonaba, est très intéressant, mais je me réfère toujours au document dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il faut un bon boulot là-dessus. C'était juin 2019, oui, sur les causes explicatives de l'incivisme fiscal et puis quelques propositions qu'ils ont eu à faire. Oui. Et puis, dans l'enquête, ils disent que... GAPSIF avait été associé des... Ah, voilà. Donc, ça tombe bien. Et dans l'enquête, on est à près de 67% de Burkinabés qui pensent que l'une des causes de l'incivisme fiscal, c'est le manque de confiance entre population et gouvernants. C'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire déjà que quand on parle de manque de confiance, c'est que pour le citoyen lambda, je vais payer pourquoi, alors que ceux-mêmes qui nous gèrent là, ils ne payent pas. Dites-nous, parce que vous êtes du domaine, comment ça se fait et comment ça peut se passer parce qu'on est aux affaires, on ne paye pas les impôts, puis on est là, on est tranquille. On ne peut pas dire parce qu'ils sont aux affaires qu'ils ne payent pas les impôts, c'est parce que la loi ne l'a pas institué. Vous savez que quand vous prenez une loi de finances, on dit qu'aucun impôt, aucune taxe ne peut être perçue en dehors de la loi. S'il n'y a pas un impôt qui a institué, par exemple, le quitus fiscal, on ne peut pas leur réclamer cela. Donc, il faut que la loi puisse l'instituer. Maintenant, comment la loi va l'instituer? Est-ce qu'on va l'instituer dans la Constitution? Est-ce qu'on va l'instituer dans le code électoral? Est-ce qu'on va l'instituer dans le code général des impôts? Ça dépend du législateur. C'est le législateur qui va choisir la forme pour laquelle, en tout cas, elle va opter. Toujours est-il que, en tout cas, le projet de Constitution, je ne sais pas si c'est... En tout cas, jusque-là, ce n'est pas encore promulgué. On n'en a pas parlé du quitus fiscal. C'est vrai qu'on parle des impôts, oui, mais on n'a pas parlé du quitus fiscal. Le code électoral qui vient d'être également révisé, on n'en a pas parlé. Donc, peut-être ce qui... je vais dire que c'est parce qu'il n'y a pas cette obligation légale-là qui leur est faite plutôt. C'est pourquoi jusque-là, on ne leur a pas réclamé le quitus. Sinon, pour les entreprises, pour ce qui concerne la SR, vous avez vu que ça fait même de gorge chaude. Et pendant pour les mesures du Covid, vous avez vu qu'on a dit que on a sauté ce verrou-là pour permettre à certaines entreprises d'avoir les ASF, quand bien même ils ont des arriérés au niveau des impôts. En termes clairs, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est WattFM et ceux qui nous regardent à True TV, je pense que la plupart des Burkinabés vous diront la même chose. Quand tu n'as pas les moyens, c'est-à-dire quand tu te débrouilles, toi tu es obligé de payer les impôts. Quand tu veux soumissionner pour un marché, toi tu es obligé de montrer patte blanche. Voilà pourquoi je demande pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'à un certain niveau, et je me réfère toujours à l'enquête qui est menée, c'est que les Burkinabés ont l'impression, peut-être qu'ils se trompent, peut-être dites-nous, que quand tu es à un niveau, tu trouves les moyens, ceux qui sont en haut trouvent les moyens de ne pas payer les impôts. Et ça passe, ils ont leur marché, ils continuent de gérer les choses. Maintenant, c'est si c'est Efrain, Ouedraogo Efrain, lui il est obligé de payer parce que sinon il ne va même pas avoir de marché. C'est pas totalement exact. Parce que quand vous savez que la direction générale des impôts est organisée. D'accord. Quand vous voyez, je vous ai donné plus ou moins les régimes. Mais encore dans les régimes, la direction a pris en fait une note pour s'organiser à l'interne. Donc, il y a ce qu'on appelle la segmentation. Dans la segmentation, vous allez voir ce qu'on appelle les directions des centres des impôts qui sont dans les arrondissements. D'accord? Vous avez les directions des moyennes entreprises ou encore les directions provinciales des impôts ou encore d'autres trucs. Et vous avez maintenant la direction des grandes entreprises. Si vous prenez la structure des recettes, je peux vous dire que pratiquement 90% des recettes sont réalisées par les entreprises qui relèvent de la DGE. Les entreprises qui sont à la DGE, c'est ceux qui ont minimum 1 milliard comme chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas dire que les grands ne payent pas. Ça, c'est pas totalement exact. C'est pas du tout exact. D'accord. Maintenant, en termes, si c'est les impôts personnels,
Je vous ai dit tout à l'heure que dans notre code, il n'y a pas une obligation en tant que... Enfin, quand je dis il n'y a pas une obligation, il n'y a pas un moyen de pression pour ces personnes-là. Par exemple, c'est lorsque vous voulez, par exemple, faire votre permis, ou bien quand vous voulez vous marier, ou bien quand vous demandez un service, qu'on vous demande souvent certains papiers. D'accord? Ou bien quand vous voulez faire la mutation de votre parcelle, qu'on vous demande, par exemple, la taxe de résidence. Et c'est ça que nous demandons au niveau du GAPSIF, pour qu'on puisse instaurer cela. Et que pour les personnes, les individus, que tu sois politique, que tu sois nommé, ou bien que tu sois le citoyen lambda, pour un certain nombre de services, bien sûr qu'on va tenir compte des spécificités sociales. L'impôt tient toujours compte de ça. Qu'on puisse tenir compte de ça et qu'on permette à ces gens-là de montrer patte blanche pour ce qui concerne au moins les impôts. Mais justement, ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que je me rends compte que ce que pensent beaucoup de Burkinabés n'est pas forcément vrai. Mais est-ce que dans votre démarche, dans votre lobby, vous avez vraiment pu toucher les personnes qu'il faut toucher pour qu'on en vienne à ce que pour être président, il faut vraiment penser à pouvoir être à jour. Pour être député, il faut être à jour. Est-ce que vous avez pu toucher des gens et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, nous avons pu toucher des gens, voilà, que le tribunal nous reçoit par exemple. Voilà. Et vous l'avez compris, mesdames, messieurs, nous venons de donner le ton. En tout cas, les impôts seront au cœur de ce débat électoral dans notre pays, le Burkina Faso, et les différents candidats seront donc interrogés sur leurs offres, leurs stratégies en termes de mobilisation des ressources fiscales, et nous allons le mener, ce débat-là. Merci à vous, Amos Zaunaba, expert, membre expert du GAPSIF, le groupe d'action pour la promotion du fiscalisme fiscal. Merci d'être passé nous faire cette pédagogie, on va dire, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain, mardi, pour la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix.